Bonjour Cyril. Bonjour Albert. Ouais. Donc, c'est mis en place depuis un certain nombre d'années, qu'on appelle les mémoires artistiques, que les étudiants doivent écrire dans le cadre de la finalisation de leurs études, le DNSEP. Donc, c'est les accords de Bologne, les accords européens. Comment toi, tu analyses cette question de la mise en place des mémoires? Oui, bien, c'est-à-dire que les mémoires, le mémoire artistique, comme tu l'as qualifié, de manière très pertinente, et ce qui nous permet de le distinguer du mémoire universitaire, au fond, occupe une place capitale aujourd'hui au sein de l'enseignement artistique tel qu'il est dispensé au sein des écoles supérieures d'art, des écoles qui ont ouvert en leur sein un deuxième cycle. J'espère d'ailleurs qu'on pourra dire bientôt deuxième cycle, non plus second cycle. C'est-à-dire, j'espère que s'ouvrira bientôt des doctorats de création au sein de la plupart des écoles d'art. Et donc ce mémoire artistique est appelé à prendre plus en plus d'importance au sein de ces écoles-là, puisqu'elles sont, comme tu l'as rappelé, tenu de s'intégrer au sein de cette grande réforme de l'enseignement supérieur, comme on dit réforme du LMD, et dans le cadre de laquelle donc une activité de recherche doit se développer au sein même des écoles d'art à dessein d'accompagner les pratiques artistiques. Que la question du mémoire artistique nous renvoie directement à la question de savoir ce qu'il peut en être d'une recherche en art. Et c'est une question dont Jeanne Dautré s'est saisie. Jeanne Dautré qui nous a fait le plaisir et l'honneur de présider cette année le jury du DNSEP et qui a coordonné les actes des principaux colloques consacrés à la question, que ce soit chercher la recherche ou la recherche en art plus récemment. Et voilà, je peux me permettre de renvoyer à la lecture de ces livres qui me semblent importants, parce qu'il me semble que ce sont là les outils bibliographiques, et ils sont rares, il faut le souligner, dont nous avons besoin pour structurer une réflexion sur la recherche en art et puis envisager une mise en pratique. Comment on doit la définir, cette recherche au sein des écoles d'art? La recherche au sein des écoles d'art existe d'ores et déjà. C'est la recherche que mènent les artistes. Les artistes cherchent, quoi, c'est Oui, ça? bien sûr, l'artiste est un chercheur. Et, d'ailleurs, je dois dire qu'il me semble que la contrainte institutionnelle, en l'occurrence, s'avère productive. Parce que c'est une manière, si vous voulez, c'est l'établissement enfin, cette obligation qui nous est faite de suivre la production de mémoire artistique est au fond une manière de prendre acte de la situation qui est faite aux artistes au moins depuis les années 60 du XXe siècle. À un moment où on assiste, disons, à un éclatement des grandes catégories qui ont structuré jusqu'alors le discours sur l'art, les discours sur l'art. Ces catégories qui composaient le système des beaux-arts. Alors, il ne m'appartient pas de dire si le système des beaux-arts est caduc ou s'il continue à structurer de manière un peu souterraine la réflexion sur les arts. Je renvoie aux travaux de mon ami Giuseppe Di Liberti, par exemple, sur la question. Mais toujours est-il que au début des années 60, à l'aube des années 60, au fond, les grandes catégories n'arrivent plus à canaliser les énergies créatrices. Et l'on voit apparaître de multiples formes nouvelles, on voit les arts aussi s'effranger, pour reprendre l'expression d'Adorno, on voit leurs frontières au fond se brouiller, on les voit parfois s'altérer en quête de leur essence, le phénomène de l'altération générique analysé par Philippe Alain-Michaud. Bref, nos catégories mentales qui nous permettent de repérer la production artistique et d'en juger ont connu depuis lors de multiples remodelages, ce dont les artistes eux-mêmes ont pris conscience au fond
dès l'avènement de cet art que l'on dit contemporain, au fond, puisque l'un des traits définitoires de l'art contemporain est l'accompagnement par l'artiste lui-même de son travail par une herméneutique ou une critique des formes qu'il produit. Alors c'est un trait de la modernité au sens historique du terme, que l'artiste prenne la plume et se pose comme l'interlocuteur des philosophes, des scientifiques, etc. Mais dans les années 60, au fond, les modes d'intervention herméneutique et critique des artistes se démultiplient, se pluralisent, se démultiplient. Donc par la poussée aussi, l'émergence des nouvelles technologies, oui. des nouveaux écrits, des choses. Voilà. Oui, l'art vidéo apparaît, les installations apparaissent, etc. De nouvelles formes émergent à ce moment-là, et les artistes doivent, au fond, produire, nous fournir des éléments d'interprétation, de compréhension et de critique de leur travail. Et voilà, et donc l'instauration d'un mémoire artistique et donc d'une initiation à la recherche au sein des écoles d'art n'est qu'une manière de prendre acte de cette situation qui s'est bien établie dans le champ des pratiques artistiques. Le mémoire doit-il être sur la pratique même de l'artiste ou être un peu en périphérie? Comment tu vois cette chose? Alors, il me semble que le mémoire doit être l'occasion pour l'étudiant, et c'est en cela qu'il s'avère, au fond, que l'exercice s'avère le plus profitable, le plus bénéfique à l'étudiant lui-même, doit être pour lui une occasion de se saisir de questions qui sont inhérentes à sa pratique. Au fond, ce n'est jamais pour lui qu'une temporalité, qu'un encadrement, au fond, théorique et méthodologique qui lui est fourni pour se saisir et développer des questionnements inhérents à sa propre pratique. La réflexion qu'il construit dans son mémoire entretient des rapports nécessaires mais obliques avec sa propre pratique, puisque le mémoire artistique n'a pas pour objet le projet plastique que l'étudiant développe pendant ces 2 années qui constituent le deuxième cycle, le second cycle pour le moment, et qu'il présentera en vue de l'obtention du DNSEP. C'est un mémoire dans lequel l'étudiant aborde un choix d'œuvres, une sélection d'œuvres, de pratiques artistiques, avec lesquelles il souhaite instaurer un dialogue. Dans le mémoire, l'étudiant traverse un territoire jalonné d'œuvres ou de pratiques qu'il a lui-même repérées à partir des préoccupations qui l'animent quand il est au travail. Et sur lesquelles, au fond, il se donne les moyens de jeter un éclairage des sciences humaines ou autres. Voilà. Mais je pense que oui, pour que l'exercice du mémoire soit pleinement profitable à l'étudiant et nourrisse son projet plastique, parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. L'étudiant artiste, je veux dire, c'est une véritable performance. Hein. Oui. C'est écrit parce que, je veux dire, comme on le disait tout à l'heure, je veux dire, il y a quelques années, ça n'existait pas. Je veux dire, moi, je me souviens de diplômes, je veux dire, où l'étudiant disait pratiquement rien et que, comment, en fait, le jury arrivait, il analysait, voilà, les œuvres qui étaient là, qui faisaient une cohérence, qui donnaient une logique, et puis, bon, ça se passait bien. Et là, c'est quand même une sacrée performance aussi de prendre la distance sur son travail. Oui. Hein Et alors, comment dans ta pratique, comment tu as réussi cette performance avec tes étudiants? La performance, ce sont les étudiants qui l'accomplissent. Je me méfie de la méthodologie. Je me souviens de ce que Jean Starobinski disait, de ce qu'il appelait le terrorisme méthodologique, dont il disait qu'il était le paravent de l'ignorance
et qui servait bien souvent à masquer un manque de familiarité avec les œuvres, avec les textes, en l'occurrence avec les œuvres des arts visuels ou autres. Bon, le mémoire artistique ne peut pas reposer sur, mettre en œuvre une méthodologie préétablie. Oui, préétablie, cristallisée dans une forme fixée. Les écoles d'art dans leur ensemble, mais cela vaut pour chaque école d'art en particulier, doit se positionner par rapport au modèle qui domine aujourd'hui le monde de la recherche, ce grand paradigme de la recherche qui repose sur des bases méthodologiques très formalisées, une sorte de formalisme scientifique, au fond. Des protocoles. Voilà. Et face auxquels les écoles d'art peuvent faire état d'un mode de questionnement spécifique, d'un type d'interrogation spécifique, qui, encore une fois, est déjà à l'œuvre dans l'élaboration plastique elle-même. C'est que les savoirs que mobilise l'artiste dans ses réalisations. Oui, voilà, dans la réalisation de son mémoire, sont ceux qui s'élaborent à même l'élaboration plastique. Et l'artiste ne manipule pas seulement des matériaux, il manipule aussi des savoirs. Et au fond, l'exercice d'une mémoire agit comme une sorte de prise de conscience, au fond, justement, des discours dont il est traversé, des discours dont l'artiste se laisse traverser, des significations, comment dirais-je, qu'il régule quand il crée. Voilà, donc cette activité de recherche dont procède l'écriture d'un mémoire artistique n'est pas un discours qui viendrait de l'extérieur, qui se positionnerait en surplomb par rapport à la mise en forme plastique de sa réflexion, mais c'est une manière de ressaisir et d'objectiver les préoccupations qui l'animent quand il est à l'œuvre. Voilà, toi, enseignant, prof de philosophie, qui a piloté ses mémoires, tu es à l'écoute en permanence de l'évolution du travail plastique de l'étudiant. Cela me semble nécessaire pour fournir les étudiants d'une orientation théorique et méthodologique adaptée à leur recherche. Oui, il n'y a pas comment dire, on ne peut pas donner une définition unifiée des activités de recherche en école d'art. Au fond, ce serait se leurrer que de croire que les activités de recherche telles qu'elles sont menées par les artistes eux-mêmes peuvent s'homogénéiser. Il y a dans la recherche que l'artiste mène, au fond, une remise en cause de la conception traditionnelle de la méthode, justement, qui n'intervient plus tant comme un outil qui serait déterminé au préalable, mais comme un outil qu'il faut réélaborer à mesure que le travail avance. L'étudiant aussi, c'est qu'il a, en tant que jeune artiste, se positionne par rapport à son époque aussi, donc il est dans des phénomènes de résistance aussi. Oui. Et donc, le mémoire est à l'image de ça aussi, d'aller dans cette résistance aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, comment dirais-je, l'ambition de ce mémoire, c'est, l'ambition à laquelle l'étudiant doit satisfaire, au fond, c'est de marquer un positionnement singulier dans le champ de la création contemporaine. C'est notre existence même, en tant qu'artiste. Et c'est au fond ce qui distingue le mémoire artistique du mémoire universitaire tel qu'il peut s'en produire dans les départements d'arts plastiques au sein des universités. La différence se signale dans l'intensité du dialogue que l'étudiant nourrit avec la création contemporaine. Au fond, les écoles d'art ont pour ambition non pas tant de former des artistes que de former des intelligences justement contributives au débat sur l'art
pour reprendre une formule de Michel Rocard, des exigences contributives au débat, et par voie de conséquence contributives au débat avec le monde ou avec l'état des connaissances que l'on a à son sujet. Et ce débat est une affaire interne au champ de la création. C'est une affaire interne au sein de la création, puisque, au fond, l'étudiant se pense et se vit comme un artiste en formation, et donc doit, oui, clarifier sa position, son positionnement dans le champ de la création contemporaine. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en citant notamment Jean Starobinsky, je favorise comment dirais-je, une relation quasiment amoureuse aux œuvres d'art même parfois conflictuelles, aux œuvres avec lesquelles ce qui est normal d'ailleurs. Oui, c'est normal, avec c'est partie du débat. Voilà, avec lesquelles l'étudiant entre en débat dans son mémoire. C'est-à-dire que il me semble que ça aurait un effet inhibant ou paralysant que de demander à l'étudiant quel est son sujet. Quel est son sujet. D'ailleurs, les étudiants des écoles d'art ou d'autres établissements sont assez souvent très angoissés à l'idée de choisir un sujet, de définir un sujet. Certains errent pendant des mois. C'est toute la question, parce que aussi, par exemple, quand on a un étudiant qui va sortir de la 3e année, oui, on va lui demander quelle sera ta thématique, on dit, oui, oui. Et donc, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le vrai sujet, quoi? Oui. Donc, on peut en douter. Hein, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il ne me semble pas que la pensée plastique ou figurale, enfin la pensée qui est à l'œuvre dans l'œuvre, si je puis dire, qui est à l'œuvre dans la production de formes plastiques en l'occurrence, se déroule sur un mode linéaire. Il ne me semble même pas qu'elle se déploie en arborescence. Le mode suivant lequel la pensée plastique se déploie me semble plutôt être de l'ordre de l'étoilement ou du rhizome, pour parler comme Gilles Deleuze. Donc il me semble, comment dirais-je, malvenu, oui, de déterminer au préalable quel est le sujet sur lequel l'étudiant doit travailler, ce qui présuppose que le sujet est une sorte de germe, au fond, qui va donner lieu à une plante ou à un arbre. C'est ça. Bon, par exemple, il y a des artistes qui vont dire, qui disent mon sujet, c'est l'écriture. Oui. C'est ça, ils disent ça. Je veux dire, la thématique, ce n'est qu'un alibi. Hein? C'est ça que tu veux dire, ou c'est... Mais je pensais plutôt, si tu veux, à distinguer un sujet donc, qui serait posé au préalable comme une graine, au fond, opposé à ce modèle-là, le modèle de la plante, de l'arbre, etc., ce schéma arborescent, l'idée d'un sujet qui apparaîtrait entre les éléments qui se rassemblent sous le regard de l'artiste. Voilà, le sujet, c'est ce qui connecte des éléments qui peuvent provenir en fond d'horizons très divers. C'est les synapses, c'est ça? Voilà. Et c'est ce qui se passe entre. Ce qui est structurant, au fond, c'est la relation. Et c'est ce qui se passe entre les choses. Et voilà, donc, au lieu de demander aux étudiants, au fond, de définir au préalable leur sujet, je regarde avec eux leur pratique plastique, et puis j'essaye de pointer les enjeux de ce travail et de l'inscrire, au regard de ces enjeux, dans un champ référentiel, dans un territoire, disons. Un champ référentiel dans lequel l'étudiant rencontrera d'autres œuvres, indispensable, décisif à tous égards. C'est-à-dire que en aucun cas le mémoire, comme je le disais tout à l'heure,
le mémoire ne déploie pas un discours qui viendrait en surplomb de la pensée plastique, hein, du sensible. C'est tissé avec. Quoi. Voilà, et donc dans le mémoire, il est hors de question de convoquer des œuvres à titre d'exemple ou d'illustration d'une théorie préfabriquée. Les œuvres sont des lieux théoriques en elles-mêmes. Ce sont des lieux où la pensée se ressource, se réforme, se met en crise, hein, et se reformule. C'est vraiment au contact des œuvres que la réflexion s'alimente, se nourrit, se redéploie et se réoriente. Voilà, donc il s'agit plutôt de circonscrire un champ d'investigation, un champ d'intérêt, donc dans lequel les œuvres, bien évidemment, occupent une place prépondérante. Hein. Il n'y a pas de mémoire artistique sans un rapport sensible avec des formes, les formes que construisent les artistes. Et puis, mais ces formes artistiques satellisent, on peut dire, un certain nombre d'outils théoriques de référence extra-artistiques. Parce que les artistes sont aux prises avec les mêmes problèmes que les philosophes ou les scientifiques. Au fond, ils explorent de manière sensible des concepts. Oui, ce qui fait le cœur de l'enseignement artistique tel qu'il est dispensé dans les écoles supérieures d'art me semble tenir à cette... à cette nécessité dans laquelle nous nous trouvons de construire les conditions de possibilité d'une relation individuante avec l'art. Je parlais d'une intensité dialogique, de l'intensité du dialogue que l'artiste en formation, disons, établit avec le champ de la création contemporaine et donc par suite avec le monde, au fond. Et c'est cette intensité de dialogue, c'est le fait qu'il y ait pleinement engagé, qui n'y vient pas, qui n'en fait pas un objet, qui ne fait pas de ces questions-là un objet qu'il pourrait aborder abstraitement ou de l'extérieur, mais qu'il est engagé. Habité, incarné. Voilà, oui. Et voilà, cette relation individuante avec l'art, dont les établissements d'enseignement supérieur doivent poser les conditions de possibilité, comment dirais-je, peut se nouer justement à la faveur du type d'enseignement que délivrent les écoles d'art. Au fond, comment dirais-je, la spécificité que les écoles d'art ont à faire valoir face au modèle de la recherche, au modèle dominant de la recherche qui était posé par les universités. Cette spécificité, au fond, nous vient des ateliers. C'est comment dirais-je, c'est le laboratoire. Oui, c'est ça. C'est des ateliers d'expérimentation plastique que les référents théoriciens, au fond, doivent prendre leurs leçons pour fournir les étudiants d'une orientation théorique et méthodologique adaptée à la recherche qu'on leur demande de produire sous une forme discursive, au fond, à l'occasion du mémoire. Or, quel type d'enseignement, comment qualifier cet enseignement artistique, si ce n'est de personnaliser, justement, personnaliser individuant. Hein, c'est un enseignement personnalisé, puisque c'est un enseignement comment dirais-je, qui valorise l'expérience de l'enseigné. C'est un enseignement dans lequel l'élève
participe au fond véritablement à la construction de son savoir, la constitution de son savoir, prend une part active à la constitution de son savoir, à la faveur du dialogue qui s'établit avec ses enseignants. Et ces enseignants, d'ailleurs, mes collègues plasticiens, j'ai pu observer que mes collègues plasticiens demandaient aux étudiants de présenter un état de leur travail et, comment dirais-je, lui demander comment il procédait et quels étaient les choix qu'il avait pu effectuer, qu'ils attiraient l'attention de l'étudiant sur ce qui, plus précisément, ne semblait pas relever d'un choix, et tout ceci pour amener l'étudiant à déterminer ses motivations. Étant entendu que les motivations ne sont jamais discernables qu'a posteriori et ne peuvent jamais être exprimées que de manière rétrospective et au titre de revendication. Donc la question que l'on pose aux étudiants, au fond, c'est de savoir ce qui est revendiqué et ce qui est revendicable dans leur travail. Parce que aussi, ce que tu dis là, c'est très juste, parce que bon, moi je suis aussi un praticien, et je sais bien comment je peux parler de mon travail après. Et c'est pourquoi il serait malvenu ou contre-productif, disons, de demander justement à l'étudiant de déterminer le sujet de son mémoire au préalable. Avant d'avoir justement circonscrit un territoire, un champ de pratique, de débat, etc., qu'il souhaite traverser. Voilà. Et oui, ça c'est quelque chose que Joël Zask, d'ailleurs, que nous avons reçu au Learning Center, a mis en évidence dans son livre Art et démocratie. Elle écrit, me semble, que en art, le motif est consécutif au façonnement de la forme. Il est consécutif et non pas préalable au façonnement de la forme. Le motif dans les deux sens du terme, en l'occurrence, la motivation, mais aussi le motif, la forme, la configuration que prend le travail. Et je trouve que c'est très juste. Et donc, voilà, les référents théoriciens peuvent s'inspirer du type de pédagogie en vigueur dans les ateliers d'expérimentation plastique, dans cet atelier de pratique plastique. Le moment de la soutenance du mémoire. Alors, bon, aujourd'hui, la soutenance se passe 2 mois avant, je ne sais plus, de la soutenance plastique, je crois. Cette année, elle a eu lieu en mars, tandis que l'épreuve plastique s'est déroulée au mois de juin, dans la deuxième quinzaine de juin. Alors ça, c'est un choix que tu as voulu ou pas? Parce que je sais qu'il y a dans d'autres écoles, c'est pratiqué, la soutenance était concomitante, quasiment. Oui. Non, ça ne relève pas d'un choix de ma part, mais je trouve que c'est une bonne chose que les étudiants soutiennent leur mémoire bien avant de présenter leurs travaux plastiques en vue de l'obtention du diplôme. Parce que c'est justement ce que Jérémy Bindi évoquait dans son entretien. Voilà, évoqué dans son entretien. Lors de la soutenance du mémoire, se reconduit et même s'intensifie justement cette relation individuante que l'enseignant, enfin en l'occurrence le président du jury, établit avec le candidat. Et Jérémy disait d'ailleurs il se dit parfois lors de ces soutenances des choses qui ne pourraient pas se dire ailleurs et dans d'autres occasions. Voilà, donc non, je trouve que c'est une très bonne chose au fond que l'étudiant soit au clair sur les enjeux de sa pratique, les questions qui restent en suspens, et voilà, c'est ce qui lui résiste encore dans les mois qui le séparent de l'échéance, à savoir de l'épreuve plastique. Parce que voilà, de ce fait, ce calendrier-là libère donc 3 mois, disons, où l'étudiant n'a rien d'autre à faire qu'à développer son projet plastique, et c'est à ce moment-là, dans l'urgence justement
qui est bien souvent bénéfique, hein, qu'il se saisit de questions qui restaient en suspens, qu'il dénoue des nœuds, qu'il vainc des résistances. Voilà, ou en tout cas qu'il est plus au clair sur les enjeux de son travail. Aussi, il y a des gens, des enseignants qui défendent l'idée que le mémoire est aussi un moment de, on va dire, artistique, un moment, Oui. voilà. Parce que jusqu'à présent, parce que j'ai rarement vu ça, hein, je veux dire, j'ai souvent soutenu, je veux dire, les gens ont soutenu leur mémoire d'une manière relativement classique quand même. Mais est-ce tu sens qu'on peut évoluer dans ce sens? Par exemple, on parlait avec Jérémy, parce que bon, Oui. on a en mémoire ce dernier entretien, Oui. où on parlait de conférences performées, par exemple. Pour ma part, je suis très favorable à ce qu'il y ait une grande variété dans les supports et les formats qu'épousent les mémoires, qu'épousent cette production textuelle, au fond, à laquelle l'étudiant doit consentir. Et donc j'invite mes étudiants à explorer d'autres formes de textualité que celle du mémoire, qui n'est jamais qu'une grosse dissertation, au fond, hein. Par exemple, la textualité du blog. Alors certains s'y essayent, mais assez timidement, et ils sont plutôt l'exception. Mais au fond, je comprends très bien que les étudiants soient attachés au mémoire tel qu'on le connaît dans sa forme classique. Parce que, comme tu le rappelais, nos étudiants doivent consentir des efforts non négligeables pour produire un mémoire qui déploie un appareil critique, donc une bibliographie, un appareil de notes, etc., qui lui donne des gages de scientificité, au fond, qui, comment dirais-je, l'assoit comme un équivalent du mémoire de master. Bon. Cela leur demande de gros efforts, mais au terme de ces efforts, ils éprouvent une certaine satisfaction bien légitime. Cet effort est au bilan très gratifiant, et ils aiment voir les résultats de ces efforts, au fond, prendre la forme d'un livre, d'un petit livre, d'ailleurs. Comment dirais-je, on peut d'autant plus les comprendre qu'à l'école, le mémoire est édité, mis en forme par nos collègues de l'atelier d'édition, et donc qui ont le goût du beau livre, justement, du bel ouvrage. Du bel ouvrage. Mais voilà, oui, on peut souhaiter que les étudiants explorent d'autres formats, y compris lors de la soutenance, que la soutenance soit performée. Lors des premiers entretiens autour de ce travail que j'ai fait autour du mémoire, justement le mémoire artistique, Oui. Et on avait une rencontre avec Jean Attali, qui lui est aussi philosophe, qui enseigne, qui enseignait, parce que maintenant il vient de terminer, je crois, qui enseignait à l'école d'architecture Malaquais à Paris. Et ils avaient mis une forme de mémoire assez originale avec avec de manière interactive, et c'était intéressant ça quand même. Oui. Ou sous forme de blog au fond, je veux dire, parce que où chacun pouvait réagir dans sa case, je veux dire, mais il était nourri comme ça. Et donc, je crois que les nouvelles technologies aussi nous aident à avancer dans ce domaine. Oui, bien sûr, c'est tout à fait comme les nouvelles technologies, en l'occurrence, sont en harmonie avec le mode de pensée privilégié dans les activités de recherche et de création artistique, dont je disais qu'il était plutôt repérable sur le modèle du rhizome ou de l'étoilement que sur le modèle de l'arborescence. Et donc, en effet, la textualité blog me semble tout à fait adaptée, au fond, à la construction comment dirais-je, à la construction et à l'exposition d'une recherche en art. Et il faut en effet inventer des modes d'exposition de la recherche. Je pense à l'image de notre temps. Quoi, oui. aussi, hein. Mais au fond, les nouvelles technologies nous permettent aussi de renouer avec d'anciennes manières. Parce que, si tu veux, il y a
des modes d'écriture très anciens, qui s'appliquent notamment aux textes sacrés, où on voit qui juxtapose au texte commenté une série de commentaires qui entouraient le texte. Donc voilà, bon, je pense aussi à l'Atlas Mnémosyne d'Abby Warburg, au fond, qui est un milieu visuel déplié, donc c'est une bonne manière d'exposer une recherche artistique, d'exposer une manière de penser par image. Aussi, moi j'ai le souvenir, enfin voilà, c'est par exemple Jean Rouch, ce cinéaste Oui. qu'on connaît bien, qui a travaillé au Pays de Gonds, je veux dire, a soutenu sa thèse de doctorat d'anthropologie dans les années 50 avec un film, quand même. Oui. Quand même, voilà. Ah oui, les blogs, les films, les productions radiophoniques. Absolument. Je suis tout à fait ouvert à ce genre de format ou de support, et j'encourage les étudiants à le faire, mais on constate oui, une certaine, enfin un attachement, disons, à cette forme académique du mémoire, ce que je comprends aussi. Et il nous est demandé de nous mettre en harmonie avec le système universitaire du LMD, ce qui me semble encore une fois plutôt salutaire, en tout cas une manière une fois de prendre acte de cette situation qui est faite aux artistes, donc d'affronter le réel. Et donc il est tout à fait attendu dans ce cadre-là qu'un doctorat de création soit ouvert. Ce serait parce que le mémoire artistique dont nous parlons, au fond, n'est jamais qu'une initiation à la recherche. Et cette initiation, on appelle évidemment, comme toute propédeutique, à des développements. Oui. L'ouverture d'un troisième cycle au sein des écoles supérieures d'art bute aujourd'hui sur un certain nombre d'obstacles d'ordre institutionnel, disons, mais ces obstacles devront être levés pour que nous puissions nous mettre en cohérence avec nous-mêmes, puisqu'il nous est demandé en effet d'intégrer cette réforme de l'enseignement supérieur, réforme du LMD, et donc nous serons amenés par la force des choses à développer, à ouvrir un troisième cycle. Et il nous appartiendra alors, au fond, de préciser ce qu'il peut en être d'un doctorat en école d'art, d'un doctorat de création. Donc, quelle peut en être la temporalité, quelles peuvent être les modalités de son suivi, et les modalités suivant lesquelles se déroule la soutenance orale du candidat. Et à cet égard, comment dirais-je, bon, le mémoire dont nous avons parlé jusqu'à présent, le mémoire artistique qui se prépare lors ce qui est pour le moment un second cycle au sein des écoles d'art, est une initiation à la recherche, une sorte de propédeutique, et qui nous permet d'entrevoir au fond ce qu'il peut en être d'une recherche en art, une recherche-création. Bon. Et donc cet effort doit être poursuivi en troisième cycle, et il me semble qu'il faudra mettre en place d'autres modalités de suivi que celles qui sont en vigueur aujourd'hui dans le second cycle, où l'étudiant est suivi par un référent théoricien et par un référent plasticien. Bon. Il me semble que ce qui sera un doctorat de création, la relation qui doit s'établir, qui va s'établir entre la production textuelle de l'étudiant et sa production plastique devrait être plus directe, plus frontale qu'elle ne l'est. Je vais parler de relation oblique entre la pratique plastique de l'étudiant et puis la réflexion qu'il construit dans son mémoire de deuxième cycle. Là, dans sa thèse, au fond, il me semble qu'un réajustement serait le bienvenu, et que la relation entre la partie écrite et puis la production plastique devrait être plus directe. On pourrait imaginer, en effet, que durant ce temps de recherche, l'étudiant se donne les moyens, enfin, de développer un projet plastique,
et d'en assurer lui-même, au fond, l'accompagnement théorique, en accord, enfin, suivant les orientations, non plus d'un ou de deux référents, mais d'un collège de référents. C'est intéressant ce point-là parce qu'il me semble que c'est encore à inventer ça. Oui, oui, oui. Parce que la recherche en art, enfin la recherche que mènent les artistes quand ils sont au travail, quand ils sont à l'ouvrage, est le lieu de rencontres transdisciplinaires. Au fond, c'est le lieu, c'est un lieu où des savoirs provenant d'horizons très divers sont convoqués et interpellés aussi, d'ailleurs. Voilà, des savoirs venus des sciences dures, des sciences humaines, des sciences et des techniques, puisque encore une fois, aujourd'hui se développent les nouvelles, de plus en plus, comment dirais-je, la production artistique tire profit du développement des nouvelles technologies. Donc l'artiste est, comment dirais-je, gagnerait à pouvoir, enfin certainement, à pouvoir déléguer une part de la réalisation de son travail à des techniciens compétents, gagnerait sans doute à être guidé, épaulé par des experts, enfin, comment dirais-je, oui, des chercheurs d'une discipline très spécialisée. Voilà, donc il me semble que la recherche qui est appelée à se développer au sein d'un troisième cycle en école d'art gagnerait à être supervisée par un collège de chercheurs au sein duquel, bien évidemment, le philosophe ou l'historien d'art ont leur place, mais pas seulement. Oui, tu parles des scientifiques. Voilà, le physicien, l'anthropologue, etc. Ainsi que des techniciens. En ce qui concerne la soutenance, par exemple, du doctorant, si sa thèse porte sur une proposition plastique qu'il aura développée durant le temps du doctorat, au fond, la soutenance sera, comment dirais-je, contemporaine, enfin, associée à une exposition, forcément. Voilà, l'exposition du travail plastique, au fond, est aussi une manière d'exposition de la recherche. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup de défis à relever. Donc, nous vivons... les écoles d'art traversent une période assez, comment dirais-je, troublée, mais il est à espérer, si vous voulez, que des jours trépidants soient devant elle, hein, les jours où elle aura justement à construire ces nouveaux cadres pour la recherche et la création. Mais si cette période de crise aussi, je pense que fragile, on va dire, nous force aussi à nous projeter, à nous à inventer. Là, voilà, je crois que faut le prendre dans le bon sens. Je pense. Nous devons nous constituer en force de proposition en ces temps difficiles. On ne peut pas être attentiste. Donc il est urgent que dans l'ESA Nord-Pas-de-Calais, qu'on mette en place ce troisième cycle. Oui. Et puis il y a des enjeux politiques, enfin plutôt citoyens, dans cette affaire-là. Encore une fois, je renvoie aux travaux de Joël Zask pour comment dirais-je, approcher ces questions-là, mais l'enseignement tel qu'il est dispensé dans les écoles d'art, et ce depuis leur origine probablement, est une sorte de propédeutique à la citoyenneté, telle qu'elle peut s'exercer dans le cadre de nos démocraties libérales au sens noble du terme. Ça veut dire qu'on n'est pas dans notre cocon. Hein, voilà, oui. Et oui, justement, et l'artiste qui développe une recherche et qui, à cette fin, ouvre un lieu de rencontre interdisciplinaire, interpelle en même temps les savoirs qu'il convoque. Comment dirais-je,
ce faisant, il soulève la question de la communauté à laquelle cette recherche s'adresse, justement. Et alors, bon, le modèle universitaire, disons, privilégie un type de communauté plutôt fermée, une communauté homogène, constituée de pairs, de chercheurs de la discipline, puisque les résultats de cette recherche, au fond, prennent la forme en général d'articles, de publications savantes auxquelles le grand public n'a pas accès. Or, l'art a vocation à s'adresser à un public plus large, à une communauté plus hétérogène, plus ouverte, disons, du fait qu'il a un rapport au public, un rapport nécessaire et structurant au public, et puis du fait qu'il convoque, justement, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, qu'il convoque une somme de compétences qu'un seul homme ou qu'une seule communauté ne peut pas réunir. Absolument. Voilà. Je te remercie, Cyril. J'en prie. Merci.